Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle édition de 24 heures Sénat. Et pour commencer, voyez cette image du vote cette nuit de la loi de programmation militaire, un texte qui fixe le cadre budgétaire de la défense pour les 6 ans à venir. Ce projet de loi a été adopté par 163 voix contre 140 et en pleine affaire sur l'espionnage américain. Le Sénat a intégré dans ce texte une disposition qui renforce le cadre légal de l'interception des communications. Demain, les sénateurs examineront en commission la réforme des retraites. Le texte sera examiné en séance publique lundi 28 octobre. En attendant, les sénateurs centristes ont présenté leur contre-projet ce matin à la presse. Ils proposent un système, je cite, plus équitable et plus lisible. Écoutez Jean-Marie Von Leurenberg, sénateur centriste du Pas-de-Calais, et la réponse de la sénatrice socialiste Christiane de Montes. Elle est membre du COR, le Conseil d'orientation des retraites. Nous voulons une réforme juste, équitable du système des retraites, c'est-à-dire une réforme systémique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, réforme systémique? C'est une retraite par points, égale pour tous. C'est-à-dire que la cotisation donne lieu à des points et que ça se transforme et fait après par une pension. Là-dessus, il faut être clair, les Français ne sont pas prêts à remettre en cause leur système de retraite par répartition. De toute façon, un changement de système ne réglait pas le problème des déficits de la branche retraite. Du côté du groupe écologiste, les sénateurs hésitent entre l'abstention et le vote contre la réforme des retraites. Pour le sénateur Europe Écologie Les Verts de Paris, Jean Desessarts, le rallongement du temps de travail est une hérésie. Et puis Jean-Vincent Placé, le président du groupe écologiste au Sénat, souhaite que le mouvement lycéen en faveur de la collégienne Rome Leonarda, expulsée au Kosovo, reprenne, il l'a dit ce matin sur RTL. Au Sénat, début de l'examen cet après-midi du projet de loi logement de Cécile Duflot. Pour comprendre les enjeux de ce texte déjà voté à l'Assemblée nationale, on va retrouver en direct de l'hémicycle Tam Tranui. Alors Tam, bonjour. Bonjour Delphine. Comment se passent les débats ? Eh bien écoutez, la discussion générale a débuté il y a environ 2h30. Elle a débuté, comme le veut la tradition, par l'allocution de Cécile Duflot, la ministre du Logement, qui a commencé par défendre 2 mesures emblématiques de ce projet de loi. D'abord, la garantie universelle des loyers, qui doit venir remplacer la caution si difficile à réunir pour certains Français. Et puis, l'encadrement des loyers en zone tendue, c'est-à-dire dans ces zones où l'offre est bien inférieure à la demande et où, du coup, le montant des loyers peut s'envoler. Ce sont 2 mesures emblématiques, je l'ai dit, et qui focalisent le courroux de la droite, mais pour autant, ce n'est pas sur ces mesures que la ministre s'est fait le plus chahuter. Elle s'est fait le plus chahuter sur une mesure a priori beaucoup plus technique, sur l'instauration des plans locaux d'urbanisme intercommunaux, les PLU intercommunaux. Je rappelle que ces PLU aujourd'hui se décident en mairie, et le fait comme ça de transférer cette compétence au niveau supérieur, au niveau intercommunal, fait grincer beaucoup de dents chez les élus locaux, les dents notamment de nombreux élus ruraux, dont les sénateurs se sont fait les porte-voix de manière assez bruyante cet après-midi. Merci beaucoup Tam pour vos explications. On va donc tout de suite écouter le début de la discussion générale de ce texte avec l'intervention de la ministre du Logement Cécile Duflot, et on se retrouve tout à l'heure. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, au moment où je monte à cette tribune devant vous, je mesure la gravité du sujet qui nous occupe et l'importance du travail commun que nous devons poursuivre pour faire émerger le meilleur texte de loi possible. Qui aujourd'hui peut nier l'état de tension qui est celui de notre pays? Les difficultés nous blessent et les peurs nous assaillent. La tentation du repli sur soi innerve chaque pan de notre vie sociale. Si bien qu'à ceux qui pensent qu'il y aurait d'un côté une crise identitaire et de l'autre une crise sociale, je suis obligée de répondre que le mal qui vient naît de la conjonction de ces 2 périls et qu'il nous faut répondre aux 2 aspects de la crise qui frappe notre pays. Si nous voulons, et je pense que c'est ici partagé, continuer à défendre ensemble les mêmes valeurs républicaines. Ces valeurs sont attaquées non pas seulement par la montée des populismes, mais aussi par la dissolution de l'esprit de solidarité.
C'est donc en ayant en tête que notre mission est bien la construction d'une République qui fait place à chacun que j'aborde notre débat. Faire France ensemble, voilà l'objectif. La cohésion sociale est bel et bien l'horizon de nos politiques publiques. Or, chacun sait que les questions relatives à l'urbanisme et surtout au logement sont centrales dans la construction de notre cohésion sociale. Forte de cette conviction, j'ai l'honneur de défendre la loi ALUR devant vous. Il vous appartient de tout faire pour donner à ce texte l'efficacité la plus grande et je suis persuadée que vous vous y emploierez. J'ai pu mesurer l'intérêt qui est celui de cette Chambre pour l'objet qui nous occupe. Je vous remercie d'ores et déjà du souci que vous avez manifesté pour la discussion qui s'ouvre. Ces remerciements, je ne les formule pas uniquement en mon nom propre, mais au nom d'une certaine idée de la République et de la défense de l'intérêt général. Je le répète et à dessein, dans les mêmes termes que ceux que j'ai utilisés devant l'Assemblée nationale, ce qui est en jeu, en discussion, en gestation ici, c'est la situation de millions de femmes, d'hommes et d'enfants qui veulent pouvoir se loger et être logés dignement, de millions de femmes et d'hommes qui veulent mettre leur famille à l'abri des difficultés de l'existence. Je veux le dire ici paisiblement, mais avec solennité, nous avons un devoir de réussite. Aussi, je tiens à ce que chaque sénateur et chaque sénatrice mesure l'impérieuse nécessité de se départir peut-être de réflexes partisans traditionnels, dans ce qu'ils ont de confortable, mais aussi parfois de sclérosant. Nous ne sommes pas là pour mesurer nos capacités d'influence respectives ou même nous écharper dans de vaines querelles, mais bel et bien pour construire l'outil législatif adapté à la situation d'urgence que traverse notre pays. Je le dis d'autant plus que chaque républicain sait les tensions qui pèsent sur le champ démocratique. La montée des extrémismes, phénomène puissant sur tout le continent européen, trouve dans notre pays une traduction particulière qui ne peut être combattue que si chacun, à la place qui est la sienne, s'attache à redonner à l'action publique ses lettres de noblesse. J'espère donc que le débat qui va nous animer sera de qualité. Quel est l'enjeu ? La réalité, c'est que notre pays est confronté à une fracture résidentielle d'une telle ampleur qu'elle constitue une bombe à retardement qu'il nous faut absolument désamorcer. La loi ALUR entend le faire en rétablissant une égalité d'accès au logement. Pour ce faire, il fallait tourner le dos à une vision trop longtemps en cours, selon laquelle le marché pouvait, seul, parvenir à répondre aux besoins collectifs en matière de logement. Nous avons souhaité ouvrir une voie nouvelle, adaptée à la violence de la crise vécue par nos concitoyens. Elle est basée sur le volontarisme et sur la prise en compte de la complexité. Volontarisme, parce que l'État doit jouer un rôle de régulateur des excès du marché pour garantir à chacun la possibilité de se loger. Complexité, parce qu'il est impératif que les enjeux économiques, sociaux, écologiques et au final civiques soient embrassés d'un même mouvement pour qu'une politique publique du logement soit efficiente. C'est l'esprit et la lettre du texte qui est ici en discussion. Le moteur du projet de loi que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui se résume en un objectif: favoriser l'accès au logement pour tous. De ce tous, nul ne doit être exclu, et surtout pas les plus précaires, frappés de plein fouet par la crise du logement. Je souhaite, si vous me le permettez, vous citer des mots anciens de l'abbé Pierre. Quand la loi est ainsi faite que pour les travailleurs avec leur salaire légal, il est impossible d'avoir un logis pour abriter humainement un foyer, un berceau, ce n'est pas d'entreprendre une construction sans permis, c'est la loi qui est illégale. La logique qui a largement prévalu ces dernières années tendait à croire qu'il suffisait pour régler la crise de laisser le marché agir. Funeste illusion que de croire que le laisser-faire pouvait offrir des garanties d'accès au logement, d'équité et de cohésion sociale. Notre projet de loi tire les leçons de l'expérience et propose une autre voie, celle de la détermination et de l'action régulatrice de la puissance publique. Ce faisant, notre texte marque une rupture salutaire et rétablit le logement à sa juste place, c'est-à-dire celle d'un bien de première nécessité. Pour ce faire, le texte ici défendu concrétise d'abord un engagement du Président de la République à travers l'encadrement des loyers. Le bon sens, qui n'est le monopole d'aucune formation politique, commande de bien saisir l'urgente nécessité d'une telle démarche. Cette mesure repose avant tout sur un constat unanime. Les loyers ont augmenté dans certaines zones 2 fois plus vite que l'indice des prix, provoquant ainsi un véritable décrochage avec le niveau de revenu.
Les locataires du parc locatif privé supportent les taux d'effort les plus élevés. Pour illustrer ce phénomène, il faut noter qu'en 2010, ils dépensaient en moyenne plus de 26% de leurs revenus pour se loger et pour certains jusqu'à 40%, voire même 50%. Cette situation n'est pas soutenable, elle n'est pas non plus acceptable. À travers le dispositif proposé, nous avons souhaité, avec pragmatisme et réalisme, limiter les excès sans pour autant entrer dans une logique de prise administrée. L'examen du texte à l'Assemblée nationale et à la Commission des affaires économiques du Sénat ont renforcé notre mécanisme, le rendant à la fois plus lisible et plus efficace, notamment en fixant un seuil au loyer médian minoré. Pour s'assurer que l'encadrement des loyers profite aux plus modestes, nous avons précisé que la fixation des loyers médians de référence s'opérait au niveau des loyers au mètre carré. Vivant dans des logements de plus petite superficie, ce sont en effet les ménages les plus défavorisés qui payent aujourd'hui des loyers au mètre carré les plus élevés. Enfin, votre commission s'est saisie du sujet en affirmant que les caractéristiques du complément de loyer seront exceptionnelles. Les avancées issues du débat parlementaire sont donc conséquentes et je pense que nous devons poursuivre cette dynamique et ce dialogue. C'est ensemble que nous aboutirons à un dispositif fonctionnel et pérenne qui puisse et qui pourra répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens. Une autre mesure du projet de loi est particulièrement représentative du volontarisme qui est le nôtre. Je veux ici parler de la GUL. La garantie universelle du logement porte l'ambition d'ouvrir à terme un nouvel âge de la recherche de logement. Cette ambition n'est pas vaine. Le parcours du combattant que décrivent des centaines de milliers de personnes désireuses de se loger dignement doit trouver un terme. La GUL permettra d'apaiser les relations entre propriétaires et locataires en les protégeant contre les coups durs de l'existence dont nul n'est à l'abri. L'effet de la GUL, si nous lui donnons vie, sera de pacifier les relations entre les acteurs, entre le locataire, qui ne sera pas laissé seul lorsqu'il est frappé par un drame de la vie, et le propriétaire, qui ne sera plus démuni face à l'impayé. Un tiers sera chargé de prendre en charge à la fois le risque et la responsabilité. Ce seront les professionnels dont l'intervention sera agréée par un cahier des charges et régulée. Il est essentiel d'adopter cette mesure qui, je le pense, est une mesure de concorde, et je pèse mes mots, de progrès social. La première injustice en matière de logement n'est-elle pas, en effet, de s'en voir refuser l'accès ou d'être obligé de produire des preuves exorbitantes de solvabilité? Nous devons faire reculer l'angoisse face au sentiment d'arbitraire. Les jeunes, les précaires, les familles monoparentales, les personnes âgées, et en particulier les femmes disposant d'une très faible retraite, les personnes dont l'origine, la couleur de peau ou le patronyme les exposent à la discrimination, sont autant de catégories de population qui désirent sortir de l'angoisse face au logement. La GUL permettra de lutter contre toutes les discriminations à l'entrée dans le logement en recréant les conditions de la confiance. Avec la GUL, les propriétaires et les locataires seront accompagnés. Les propriétaires seront indemnisés, se verront proposer un plan d'apurement réaliste pour garantir leurs revenus, plus souvent modestes qu'on ne dit. On donnera l'assistance nécessaire s'il y a lieu pour faire face à un locataire de mauvaise foi. Aux locataires de bonne foi, on offrira la main tendue dont chacun peut avoir besoin. On proposera l'accompagnement nécessaire dans la recherche d'un nouveau logement. La GUL sera un outil nouveau au service de la détection et de la prévention des situations d'urgence sociale avant que la spirale de la dette ne devienne infernale. C'est pourquoi, lorsque nous avons réfléchi à la mise en place de la caution solidaire pour les jeunes promise par le Président de la République, il est vite apparu que la seule solution est de mutualiser les risques sur la base la plus large, sur l'ensemble du parc locatif privé, que pour répondre aux préoccupations de la jeunesse, il fallait répondre aux préoccupations de tous. Cette solution ne tombe d'ailleurs pas du ciel. Elle est le fruit de plusieurs années de réflexion parlementaire et même de ministres et d'engagement. C'est aussi celle que recommandait la HALDE en 2010 pour faire cesser les discriminations dans le secteur du logement si la GRL, alors lancée, ne réussissait pas. On entend ici poindre l'argument, parfois, selon lequel les locataires se trouveraient déresponsabilisés par avance absous de leurs impayés. Naturellement, non. C'est même sans doute le contraire. C'est l'inverse que permet la GUL. Les locataires de mauvaise foi, qui ne sont pas très nombreux, seront redevables vis-à-vis d'un système organisé et protecteur des propriétaires. Aux propriétaires démunis face à l'impayé se substituera le relais de professionnels à la fois de l'accompagnement du locataire et du recouvrement qui permettra de recouvrer efficacement en limitant l'extension infinie de la dette de locataires qu'on laisse s'enfoncer. Est-ce que cela veut dire que le gouvernement veut créer une nouvelle administration? En aucun cas.
j'ai déjà eu l'occasion de le dire, pour mettre en œuvre cette mission nouvelle d'indemnisation et de prévention, le gouvernement s'appuiera sur un système public et privé, sur ceux qui savent faire et ne sont donc pas nécessairement, dans cette matière, des agents publics. Vous l'aurez compris, la GUL est une avancée législative majeure parce qu'elle défend des principes de justice et les ancre dans la réalité de la vie quotidienne. Je postule qu'une fois adoptée, et dans quelques années, cette mesure qui suscite aujourd'hui des débats fera sans doute partie du patrimoine de droit républicain précieux. C'est à vous, comme à chaque moment où la République fait progresser certains droits, qu'il vous revient d'accomplir ce pas en avant. Favoriser l'accès au logement pour tous, c'est l'objectif de ce projet de loi. Je le répète, dans cet esprit, je tiens à mettre en exergue devant vous deux enjeux essentiels auxquels s'attaque le projet de loi. L'orientation de la politique d'hébergement vers le logement, d'une part, et la prévention des expulsions, d'autre part. Je suis ici parfaitement lucide. Ces dispositions n'auront rien ni de magique, ni d'instantané. Pour autant, elles sont capitales. Depuis trop longtemps, les secteurs de l'hébergement et du logement fonctionnent comme deux ensembles distincts, deux mondes étrangers qui ne communiquent pas ou pas assez. Cette séparation condamne les personnes les plus en difficulté qui n'ont pour quotidien que des allers-retours entre la rue et les centres d'hébergement. Les mesures du projet de loi consacrées aux services d'insertion, d'accueil et d'orientation et aux plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ont le mérite de construire les ponts pour rapprocher ces secteurs. L'hébergement est un moyen lorsqu'il est nécessaire, mais le logement demeure l'objectif primordial, assorti d'un accompagnement adapté aux personnes qui ont besoin d'un soutien avant d'être à même de vivre de manière autonome. Une articulation plus fine entre ces mondes de l'hébergement et du logement permettra, j'en suis convaincue, de favoriser l'accès et l'insertion durable dans un logement digne et adapté des personnes les plus démunies. Le second enjeu que je mentionnais est celui de la prévention des expulsions. Améliorer les dispositions en la matière signifie contribuer à enrayer la mécanique de l'exclusion et agir pour anticiper les ruptures. En période de crise, cette réalité se pose avec d'autant plus d'acuité. Le chemin qui mène à l'expulsion n'est pas si long. Le décrochage peut être brutal et pousser n'importe quelle personne, pour une raison ou une autre, fragilisée par la vie, dans la rue ou dans des solutions très précaires d'hébergement. La perte du logement est souvent synonyme de fêlure, de brisure des liens sociaux et même familiaux. C'est un effondrement, une humiliation, une blessure terrible pour celle ou celui qui l'a subi. Améliorer la prévention des expulsions, c'est tout faire pour que les ménages puissent se maintenir dans leur logement. J'étais très attachée à ce que le projet de loi contienne des mesures visant à traiter les impayés le plus en amont possible et à renforcer le rôle des instances chargées de coordonner la prévention des expulsions. Mais je tiens à souligner combien le travail parlementaire a permis de renforcer ce volet. Le signalement obligatoire des impayés à la CAPEX a été élargi. Les possibilités du juge d'accorder des délais aux ménages en impayés ont été accrues. Le maintien des aides personnelles au logement pour les allocataires de bonne foi a été inscrit dans le projet de loi. Je me réjouis de savoir que nombre d'entre vous partagent ma volonté de poursuivre la réflexion sur ce sujet et que nous aurons ainsi l'occasion d'en débattre et d'approfondir le projet de loi dans cet hémicycle. Enfin, le projet de loi Allure prévoit aussi de développer sur des bases plus larges la participation des personnes en situation de pauvreté et de précarité à l'élaboration et au suivi des politiques publiques. Promouvoir des méthodes de co-construction et d'évaluation participative, c'est assumer la meilleure appréciation du bien fondé d'une politique qui émane donc de celles et ceux qui en vivent les effets. En dernier lieu, mon intervention n'aurait pas tout son sens si je n'abordais pas la question de la construction de logements. La nécessité de développer l'offre de logements pour lutter contre la crise du logement nous engage tous et toutes, chacun dans nos responsabilités. La responsabilité du gouvernement, c'est de conduire la politique de la nation. Et la politique de ce gouvernement, c'est de faire confiance à la démocratie, d'être attentif aux femmes et aux hommes de ce pays, plutôt qu'à la seule rentabilité financière. Je suis ministre du Logement et je ne peux me satisfaire de la manière dont le marché du logement fonctionne aujourd'hui, de son blocage, de ce qu'il produit comme exclusion. Quand je dis que le logement est un bien de première nécessité, je veux vous rappeler à quel point il conditionne tout le reste, la scolarité des enfants, l'accès à l'emploi. Qu'on ne s'y trompe pas, bien plus que de parcours résidentiel, on parle de trajectoire de vie tout simplement. La responsabilité du législateur, c'est de voter la loi et de déterminer les règles qui vont permettre d'organiser la société.
En matière de logement, force est de constater que ces règles ne sont pas satisfaisantes, j'y reviendrai. En matière de politique foncière, d'urbanisme ou d'aménagement, la loi vient définir les outils qui seront à la disposition des élus locaux pour organiser le fonctionnement du territoire dont ils ont la responsabilité. La responsabilité des élus locaux, de nos villes comme de nos campagnes, c'est de se saisir de ces outils au service d'un projet pour leur territoire, dans le respect de la loi. Pour résoudre la crise du logement, il faut que chacun soit tourné vers cet objectif et contribue à lever les difficultés, les blocages, mette à disposition les moyens. L'État doit en prendre sa part, et il l'a fait, en mobilisant le foncier public susceptible d'accueillir des projets de logement. À travers les premières ordonnances publiées depuis juillet, le gouvernement crée les conditions les plus favorables à une relance de la construction, celles qui permettront de lever les freins et les contraintes techniques qui font qu'un projet ne se fait pas, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est singulier, ponctuel et doit être fait sur mesure. Au-delà de ces mesures d'urgence, ce projet de loi vous propose d'adopter des dispositions structurelles. L'orientation de ce gouvernement, que je suis fière de porter, consiste à affronter les questions qui se posent avec détermination, avec courage et avec fermeté. Rendre possible ce qui n'est aujourd'hui que souhaitable, c'est affronter la question de la préservation des terres agricoles et des terres naturelles. On ne peut plus faire ou laisser faire le contraire de ce que chacun reconnaît comme une fuite en avant. On ne peut plus continuer à consommer des terres naturelles et agricoles de manière inconséquente, au rythme où nous le faisons, rendant plus difficile encore chaque jour l'installation de jeunes agriculteurs, par exemple. Pour lutter efficacement contre l'étalement urbain, il faut non seulement une politique de maîtrise et d'anticipation foncière intelligente, mais il faut aussi aux élus les moyens de cette politique. Les communes et les intercommunalités doivent disposer de l'ingénierie foncière la plus efficace pour répondre aux besoins spécifiques de chaque territoire, ce qui veut dire disposer des moyens qui leur permettront au mieux de concrétiser leur stratégie de développement et mettre en œuvre des projets de réhabilitation de leurs centres anciens, leurs projets d'aménagement résolument tournés vers l'avenir. C'est la raison pour laquelle je souhaite que les opérateurs fonciers se développent, qu'il s'agisse d'établissements publics fonciers de l'État ou locaux, les uns comme les autres sont au service des territoires. La différence entre les deux, c'est que l'État, au nom de l'égalité des territoires et de l'intérêt général, ait la capacité d'intervenir quand la volonté ou les moyens sont défaillants. L'État intervient pour garantir le respect des orientations stratégiques qu'il fixe et qui visent, par exemple, à ce que l'opérateur foncier dont il assure la tutelle permette aux collectivités qui sont en situation de carence d'optimiser la ressource foncière pour respecter la loi SRU. En revanche, là où des établissements fonciers publics locaux existent et remplissent déjà leur mission de façon satisfaisante, le projet de loi vient conforter leur mission et étayer leurs outils. En portant le projet de loi ALUR, c'est un droit de l'urbanisme rénové que je vous présente aujourd'hui, un régime de planification réformé et résolument tourné vers la transition écologique des territoires. Je veux remettre au cœur de l'objectif celui de la construction de logements, la question de l'aménagement du territoire. Trop longtemps, on a refusé de voir que l'urbanisme est un enjeu politique qui se trouve au confluent de la question de la géographie sociale, de la question environnementale, des questions économiques et de la question sociale. L'urbanisme, c'est l'espace vécu, ressenti et parfois subi. Ces dernières années, par choix ou par renoncement, les ménages se sont essentiellement tournés vers la périphérie des villes. Aujourd'hui, ce sont plus de 80% de la population et des emplois qui trouvent place dans l'espace périurbain. Et nous le savons malheureusement bien, la périurbanisation est synonyme de consommation excessive de nos espaces naturels. Pourtant, l'urbanisation galopante et la concentration de nos cités ne sont pas une fatalité. Un autre modèle urbain est indispensable, mais il ne pourra émerger sans un changement d'approche. Tirons les leçons de l'intelligence écologique accumulée depuis de longues années. Rien de ce qui détruit indûment des espaces naturels ne saurait être considéré comme durablement profitable à l'intérêt général. Nos terres naturelles, forestières et agricoles doivent être préservées. Elles sont devenues un bien précieux qui nécessite d'être protégées, un bien commun dont la préservation constitue un devoir républicain à part entière. Il est temps de mettre un terme à l'artificialisation des sols. Là encore, je fais confiance aux élus pour qu'ils définissent les conditions de constructibilité sur leur territoire à travers des documents de planification. En revanche, il nous faut mettre un terme à la logique des dérogations partielles, au coup par coup qui sont le contraire d'une politique durable en la matière.
La constructibilité limitée en l'absence de documents d'urbanisme est avant tout une invitation aux élus à se doter de documents d'urbanisme et à faire le choix d'exercer pleinement leurs compétences en se dotant d'un document de planification. Nous devons être ambitieux en engageant une mutation de notre habitat au sens large, autrement dit de nos quartiers, de nos villes, de nos territoires. Le projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové donne à voir une façon nouvelle de penser, de fabriquer et au final d'habiter la ville. C'est une vision à long terme, bien sûr. Le tournant écologique ne se réalisera pas en un jour, mais je prends ma part de cet aggiornamento dans le champ ministériel dont j'ai la charge. La ville durable devra et verra le jour. Elle dépendra largement de nos stratégies de développement mises en œuvre à travers les politiques d'aménagement et d'urbanisme et de notre capacité à construire plus tout en construisant mieux, c'est-à-dire là où sont les besoins. Les documents de planification seront demain plus que jamais essentiels à cette démarche de transition écologique des territoires à laquelle nous travaillons. C'est pourquoi ils doivent gagner en sécurité juridique, en lisibilité et remplir les objectifs qui leur sont assignés à chaque échelle du territoire. C'est dans ce sens que sera renforcé le schéma de cohérence territoriale. Il assurera demain l'intégration de l'ensemble des politiques d'aménagement à l'échelle du bassin de vie. Le plan local d'urbanisme traduira les objectifs du SCOT au niveau opérationnel. Si le SCOT définit des espaces naturels à préserver, le PLU organise leur protection jusqu'à l'échelle la plus fine, celle des parcelles, en classant les espaces boisés, en adaptant le zonage et son dispositif réglementaire, en formulant des orientations d'aménagement et de programmation spécifiques ou encore en organisant la maîtrise de l'étalement urbain par la densification des zones déjà bâties. Cette organisation spatiale de nos territoires sera d'autant plus pertinente qu'elle aura associé à son élaboration l'ensemble des communes à l'échelle intercommunale. Vous le savez, cette discussion a eu lieu et ici déjà plusieurs fois. Je suis convaincue que l'aménagement durable passe par l'élaboration de documents d'urbanisme à l'échelle intercommunale. Je connais et j'ai entendu les réserves qui se sont exprimées sur certains bancs de cette Assemblée. Et je souhaiterais ici tâcher d'y répondre et j'espère vous en convaincre. L'élaboration à l'échelle intercommunale par la mutualisation des moyens et des compétences qu'elle permet exprime et incarne la solidarité entre les territoires que nous appelons de nos vœux. L'efficacité d'abord. Nous le savons, les Français ne travaillent plus là où ils vivent. Il s'agit donc de se doter d'une politique qui, au plus près des territoires, mette en cohérence les politiques de l'aménagement, du logement et de l'urbanisme choisies et décidées par les élus. L'intercommunalité vise à coordonner et non pas à se substituer à l'action des communes. La mutualisation des moyens ensuite, à l'heure où l'état des finances publiques au niveau local comme national exige de nous une plus grande efficacité, cela doit nous permettre de mettre en commun les savoir-faire, de favoriser la rencontre des ingénieries et des expertises, de choisir l'intelligence commune. La solidarité, enfin, c'est le meilleur niveau pour que s'exprime une véritable solidarité entre les collectivités, chose à laquelle je suis particulièrement sensible en tant que ministre de l'égalité des territoires. C'est parce que nous saurons aménager de manière équitable et équilibrée que nous pourrons garantir à nos concitoyens un égal accès aux services publics et une véritable mixité des espaces que nous établirons la confiance. C'est pour ces raisons que de nombreux maires ont déjà fait le choix de ce niveau. Tous ceux qui sont passés au PLU intercommunal s'en félicitent aujourd'hui. Il me semble qu'il est temps pour nous de consacrer dans la loi à ce niveau comme l'échelon pertinent de la planification. Alors, puisqu'il faut le dire, je vais le dire avec netteté. Le gouvernement ne veut déposséder aucun élu de sa faculté à exercer ses compétences. J'ai entendu les craintes des maires et de certains élus, à commencer par ceux des territoires ruraux. Et je le redis, la volonté d'efficacité ne doit pas mettre en danger le niveau communal qui est celui de la proximité et de l'expression de la volonté des citoyens. À aucun moment, l'élaboration d'un PLU intercommunal ne les privera de cette prérogative essentielle que sont les autorisations d'urbanisme, les permis de construire. Je veux décentraliser et faire confiance aux collectivités et à leurs élus. Aujourd'hui, messieurs les sénateurs qui m'interpellaient, plus
près de 40% de ces communes, essentiellement des communes rurales, ne sont couvertes par aucun document d'urbanisme. Elles relèvent du règlement national d'urbanisme où c'est l'État qui instruit et délivre les autorisations d'urbanisme. Je crois que cette question mérite du respect, de l'attention. S'il vous plaît, Madame la Ministre, si vous voulez bien laisser poursuivre. Je crois que ce sujet mérite de l'attention et de la précision. Faute de documents d'urbanisme, ces élus, souvent en territoires ruraux, se trouvent privés de fait de toute maîtrise de la politique d'urbanisme. En généralisant les PLU, nous leur donnons les moyens de devenir demain les maîtres de leur territoire. Mon pari, c'est la confiance. Ma méthode, c'est la conviction. Et je vous propose donc une direction volontaire. Je veux faire avec vous, en l'ayant partagé avec de nombreux sénateurs, le pari de la responsabilité des élus locaux qui auront à cœur de déterminer ce qui est le mieux pour leurs administrés. Je souhaite que la question du PLU intercommunal soit posée dans chaque EPCI pour que cet échange ait lieu et que chacun exprime et mesure les conséquences concrètes pour l'avenir de son territoire. L'amendement que vous avez adopté en commission des affaires économiques sur la proposition du rapporteur me semble alors relever de la meilleure méthode. Demain, l'intercommunalité pourra être la règle et non plus l'exception, mais dès lors que les maires ne le souhaiteront pas, ils auront à leurs mains les outils pour que leur volonté soit respectée. Je souhaite donc transférer sans jamais imposer. Je veux le dialogue comme pratique et la volonté des élus comme méthode. J'ai entendu cette crainte relayée par les sénateurs et j'y étais plus que sensible. Je souhaite que la réponse soit effective et elle est lisible dans l'amendement que vous avez adopté en commission des affaires économiques. C'est pour moi la voie pour une politique d'urbanisme mise au service de l'intérêt général et appuyée sur les projets des territoires et de leurs élus. Voilà ce que je souhaitais souligner en ouverture de notre discussion, que je souhaite féconde et que j'ai déjà compris comme franche. Je le dis en remerciant l'ensemble des sénateurs et des sénatrices qui se sont fortement impliqués sur ce texte depuis des mois et depuis quelques jours. Je le dis en remerciant les 4 rapporteurs, enfin les 3 rapporteurs et la rapporteure qui ont travaillé sur ce projet de loi. Je le dis en remerciant le président de la commission des affaires économiques qui a porté un soin tout particulier à ce que le débat s'installe autour de la commission sur ces sujets qui sont des sujets à la fois très techniques et qui, je le dis, peuvent rencontrer une large adhésion sur un certain nombre de leurs aspects. Mais ça n'est pas seulement une loi technique, même si nous aurons de longues heures à passer ensemble sur de nombreux articles qui sont pour certains d'entre eux effectivement techniques. Cette loi veut répondre à un sujet simple, celui du refus du renoncement. Notre pays ne peut pas, ne doit pas renoncer face à la crise du logement. C'est à nous, c'est à vous qu'il revient de lui donner les moyens d'affronter la dureté de la période. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je vous remercie. Merci. Merci, Madame la Ministre. La parole est à présent à notre collègue Claude Dillin, rapporteur de la Commission des affaires économiques. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, je voudrais dire, Madame la Ministre, en introduction, que ce projet de loi dont nous allons parler là pendant de longues heures était attendu. Il était attendu parce que, d'abord, vous en étiez engagé à le présenter. Et je vous remercie d'avoir tenu parole. Ce projet de loi est dense et ample. Il est ample et dense parce qu'il recouvre une grande partie des problématiques du logement et de l'urbanisme. Et on vous avait fait ici même le reproche de vouloir couper en tranches, pour ne pas dire saucissonner, parce que c'est un très mauvais mot, les problèmes de logement. J'aimerais aujourd'hui qu'on ne vous fasse pas le reproche que cette loi ait 150 articles et qu'elle soit trop dense, parce que sinon il y aurait une contradiction. Elle était attendue aussi parce que
nous allons faire, en tous les cas en ce qui concerne ma partie, référence à des lois anciennes, 65, 70, 89, les dates parlent d'elles-mêmes. Et quelques-unes avaient subi des modifications, mais certaines, comme la loi Hoguet, n'avaient absolument pas bougé. Votre projet de loi est équilibré, et je pense que c'est là une chose importante sur laquelle il ne faudra pas dévier. Elle est équilibrée en ce qui concerne les droits et devoirs des uns et des autres. Enfin, toujours en introduction, votre loi est déterminée. Elle est déterminée parce que, enfin, vous allez permettre d'avoir des outils pour traiter les copropriétés dégradées, traiter le problème de l'insalubrité, traiter le problème des marchands de sommeil, qui, dans certains territoires, minent complètement la société. C'est une loi... Merci, monsieur le rapporteur. C'est une loi que nous attendions. Merci. En ce qui concerne, après cette introduction, en ce qui concerne la Commission des affaires économiques, elle a adopté le 9 octobre dernier le projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, ALUR, après avoir sensiblement modifié et enrichi au terme de 11 heures de réunion et 339 amendements ont été ainsi déposés. Le dépôt de ce projet de loi ambitieux, comme je l'ai dit, constitue aux yeux de la Commission une nouvelle illustration de la priorité donnée par le gouvernement à la politique du logement. Depuis mai 2012, de nombreuses mesures importantes ont été prises dans ce domaine. Je pense tout d'abord à l'entrée en vigueur dès le 1er août 2012 d'un décret sur l'encadrement de l'évolution des loyers dans les zones tendues, destiné à lutter contre la spéculation et les hausses abusives de loyers. Je pense au relèvement du plafond du livret A en octobre 2012, puis en octobre 2013, ceci afin de renforcer le financement du logement social. Je pense également à la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public qui permet la cession de terrains d'État et des établissements publics avec une décote pouvant atteindre 100% pour assurer la construction de logements sociaux. Cette loi a également relevé les obligations de construction de logements sociaux dans les communes soumises à l'article 55 de la loi SRU. Et comme vous le savez, mon cher collègue Dallier, j'y suis particulièrement sensible. Je pense aussi au nouveau dispositif fiscal en faveur de l'investissement locatif, le DUFLO, qui a été mis en place à l'occasion de la loi de finances 2013, avec un plafond de loyer fixé à 80% du loyer du marché en fonction des zones. Je pense encore à la lettre d'engagement du 12 novembre 2012 entre l'État et Action Logement, marquée par le renforcement de l'intervention d'Action Logement en faveur du logement social. Je pense aussi au pacte d'objectifs et de moyens conclu en juillet dernier entre l'État et le mouvement HLM, comprenant notamment l'engagement de l'État de réduire à 5% au 1er janvier 2014 le taux de TVA pour la construction et les travaux de rénovation de logements sociaux, mais aussi la mise en place d'un dispositif de mutualisation financière entre les organismes. Je pense enfin, la liste est longue, mais tant mieux, je pense enfin à la loi d'habilitation du 1er juillet 2013 qui a ouvert plusieurs chantiers visant à réduire les délais de procédure associés au lancement de la réalisation de chantiers de construction. L'ordonnance relative au recours abusif, qui était tellement attendue, tellement demandée dans cet hémicycle et ailleurs, prévue dans ce texte, a d'ailleurs été publiée le 17 juillet dernier. Le présent projet de loi s'inscrit donc dans la continuité de ces différentes initiatives prises depuis mai 2012 et qui visent toutes à répondre à la crise du logement. J'en viens maintenant au contenu du projet de loi. La Commission des affaires économiques a décidé, au vu de l'ampleur des lois, de désigner 2 rapporteurs sur ce texte. Je me suis donc occupé du titre 1 et 2, tandis que mon collègue Claude Bérit-Débat s'est chargé des titres 3 et 4. Le titre 1er vise à favoriser l'accès de tous à un logement digne et abordable. Le premier volet porte sur la réforme de la loi
Malandin-Mermaz, autrement dit la loi du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs. Ce volet vise à moderniser les rapports entre bailleurs et locataires tout en préservant ou en améliorant l'équilibre de ces rapports. Il comprend plusieurs mesures importantes, dont certaines avaient été votées d'ailleurs par le Sénat en 2011 dans le cadre de la loi Lefebvre. Il s'agit notamment de la création d'un contrat de location type ou d'un modèle type d'état des lieux qui constitue une garantie tant pour le locataire que pour le bailleur. Le renforcement des obligations du locataire en matière d'assurance. Le projet de loi permet aux propriétaires de souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable bien entendu, auprès de celui-ci. La réduction du délai de préavis à 1 mois pour les locataires en zone tendue, l'extension de l'application de la plupart des dispositions de la loi de 89 au logement meublé, qui jusqu'à présent, sur le logement meublé de résidence principale, qui jusqu'à présent y échappait. La création d'une véritable sanction en cas de non-restitution du dépôt de garantie par le bailleur dans un délai légal de 2 mois. La mesure phare de ce volet est bien entendu l'encadrement de l'évolution des loyers dans les zones tendues. Sur la base des données collectées par les observatoires locaux des loyers qui seront créés, le préfet fixera un loyer médian de référence et les loyers ne pourront pas être supérieurs à plus de 20% à ce loyer médian. Cette mesure est très attendue par nos concitoyens. Je vous rappelle qu'au cours des 20 dernières années, les loyers ont augmenté plus vite, et même bien plus vite, que les revenus des locataires. Avec un indice 100 en 1993, les loyers sont passés à 137 en 2006. Dans le même temps, le revenu moyen des locataires est passé de 100 à 117. On voit certaines familles françaises, et en particulier parmi les plus pauvres, qui consacrent jusqu'à 48% de leurs revenus pour leurs dépenses de logement, pour leur loyer. La Commission des affaires économiques n'est pas du tout convaincue par la critique selon laquelle le texte du projet de loi serait inflationniste, notamment pour les plus modestes. Les modifications introduites par les députés permettent d'éviter tout risque de ce type. Les loyers situés sous le loyer médian minoré, fixé à 70% du loyer médian de référence, pourront être évalués par le bailleur au renouvellement du bail, mais ils ne pourront pas dépasser ce loyer minoré. Sur le volet de la loi de 1989, la Commission a introduit dans le texte des dispositions complémentaires visant notamment à encadrer davantage les pénalités en cas d'impayé de loyer, sans les supprimer, à encadrer le complément de loyer exceptionnel ou à rétablir l'encadrement de l'évolution des loyers au renouvellement dans les zones non tendues qui avaient été oubliées par l'Assemblée nationale. Les députés ont également introduit 7 articles relatifs à la location meublée de courte durée. Alors, c'est une problématique, certes, qui est essentielle dans les zones tendues, et notamment à Paris, où il y a 20 000 logements qui y sont transformés en locaux meublés temporaires, alors qu'il y a une demande de logement considérable. Il convient donc de renforcer la régulation de cette activité. Le deuxième volet de ce titre porte sur la garantie universelle de loyer. L'article 8, tel qu'adopté par les députés, se contentait d'énoncer le principe de la GUL sans en préciser les modalités. Et d'ailleurs, les débats qui se sont développés dans la presse ont largement dépassé le cadre de cet article. La Commission a introduit dans le texte, à l'initiative du gouvernement, des dispositions importantes visant à préciser ce dispositif. L'instauration de la GUL fait débat, mais la Commission des affaires économiques est convaincue de son intérêt, notamment du fait de 2 éléments. Les dispositifs antérieurs, car la volonté d'une garantie de loyer est ancienne, et ma collègue Marie-Noëlle Lienemann pourra en témoigner. Les dispositifs antérieurs n'ont pas fonctionné. On compte à peine 250 000 contrats de GRL. Il est évident que le marché ne peut pas gérer un système assurantiel de ce type et que l'échec de la GRL, car c'est un échec, tout le monde le reconnaît,
est due à l'absence de caractère universel et probablement aussi au peu d'intérêt, pour ne pas dire appétence, des assureurs. Certains estiment que le dispositif est trop favorable aux locataires et on a évoqué très largement l'aléa moral. Je mets des guillemets, aléa moral, mais tout le monde sait ce que ça veut dire. Il n'en est rien. Et je vous proposerai d'ailleurs, au cours de la discussion, un amendement qui permettra à l'agence de la GUL de recourir au Trésor public pour récupérer les impayés de loyer. Je sais par expérience que le taux de recouvrement par le Trésor public est bien supérieur à celui existant aujourd'hui en matière d'impayés de loyer. Le troisième volet de ce titre porte sur la réforme de la loi de 70, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. C'est la loi Hoguet. Ces dispositifs renforcent la formation, la déontologie et le contrôle des professions de l'immobilier, et les auditions m'ont confirmé que nombre d'entre elles attendaient ces dispositifs. Je parle des professionnels, comme par exemple la création d'un Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière chargé de représenter les professionnels et qui sera consulté par les pouvoirs publics ou les commissions régionales de contrôle, organes disciplinaires chargés de sanctionner les manquements aux règles de déontologie. Le quatrième volet porte sur la prévention des expulsions. Le projet de loi améliore les mécanismes existants afin de traiter les impayés le plus en amont possible et de coordonner les actions de prévention. Les locataires seront informés très précisément de leurs droits et les différents acteurs, huissiers, préfets, commission de coordination des actions de prévention et expulsion locative, les CAPEX, Fonds de solidarité pour le logement, FSL, devront communiquer entre eux de façon systématique pour apporter des solutions précoces et adaptées. La Commission a amélioré la précision de ces dispositifs proposés, l'Assemblée nationale ayant quant à elle principalement induit une possibilité d'élargissement de la trêve hivernale en fonction du climat sur décision du préfet, mais je pense que nous en reparlerons pendant le débat. Le cinquième volet vise à faciliter le parcours de l'hébergement au logement. Il donne une base législative, en même temps une reconnaissance, aux services intégrés d'accueil et d'orientation qui ne relevaient jusqu'à présent que de la circulaire. Il vise surtout à rationaliser ce dispositif essentiel et à renforcer le pilotage de l'État. Il renforce également l'articulation entre logement et hébergement, ainsi que la gouvernance des mécanismes au niveau régional. La compétence du comité régional de l'habitat est étendue aux politiques d'hébergement. Les plans départementaux consacrés aux personnes sans domicile et les plans départementaux relatifs aux personnes défavorisées sont fusionnés, je dirais enfin. Les règles de fonctionnement du FSL sont précisées, en particulier pour favoriser non seulement le maintien dans le logement, mais aussi des solutions de logement qui nécessitent un apurement préalable des dettes de certains ménages. Ce volet du projet de loi comporte plusieurs sujets sensibles. Tout d'abord, il prévoit de proposer des logements sociaux en bail glissant à des ménages relevant du droit au logement opposable. C'est un débat, mais la Commission a choisi sur cette question le pragmatisme, entouré de garanties. Ensuite, le projet de loi vise à simplifier les règles de domiciliation, ce qui soulève la question des limites de ce mécanisme et de la logistique de la domiciliation, car nos centres communaux d'action sociale pourraient voir leur charge de travail augmenter. Enfin, la Commission a proposé à mon initiative une prolongation et l'encadrement de l'expérimentation permettant l'occupation des locaux vacants par des résidents temporaires qui correspond à des besoins spécifiques bien réels. Le dernier volet de ce titre porte sur l'habitat participatif. C'est un sujet qui, pour l'instant, ne concerne que plusieurs centaines de logements en France, contre plusieurs centaines de milliers dans les pays du nord de l'Europe. C'est dire les marges de progression de cette troisième voie du logement, ce qui justifie que le législateur en perfectionne l'encadrement juridique. Le projet de loi crée deux formes de sociétés d'habitat participatif. D'une part, les coopératives d'habitants et des sociétés d'autopromotion et les sociétés d'autopromotion.
Ces dernières ont non seulement pour objet d'attribuer, je parle des sociétés d'autopromotion, ont non seulement pour objet d'attribuer à leurs associés personnes physiques la jouissance d'un logement, mais également de leur en attribuer la propriété. Sur cette question, la Commission a notamment précisé l'encadrement de la valorisation des parts sociales, jugeant raisonnable de retenir l'idée d'une non-spéculation en choisissant comme base de référence l'évolution des loyers. J'en viens maintenant au titre 2 du projet de loi qui porte sur la lutte contre l'habitat indigne et les copropriétés dégradées. Les articles 23 et 40 portent sur les copropriétés et vous ne serez pas étonnés que je sois, à titre personnel, particulièrement attaché à cette partie du texte. Ces dispositions, Madame la Ministre, sont très attendues et vous le savez, vous avez pu vous en rendre compte sur le terrain, et très consensuelles. Elles s'inspirent des propositions formulées par le rapport de notre ancien collègue et ami en ce qui me concerne, Dominique Braille, et des propositions que j'avais formulées en tant que parlementaire en mission en avril dernier. Les principales dispositions sont les suivantes. La création d'un registre des syndicats de copropriétaires, ce qui devrait permettre de sortir l'espèce de brouillard actuel. Il n'y a en effet quasiment aucune donnée relative au parc des copropriétés. Le renforcement des informations fournies dans les annonces immobilières à la vente d'un lot de copropriétés, de façon à ce que les acquéreurs sachent vraiment ce qu'ils vont acheter ou ce qu'ils envisagent d'acheter. L'obligation du compte séparé pour les syndicats de copropriétaires pour l'ensemble des copropriétés. L'interdiction pour un copropriétaire en impayé de charges d'acquérir un autre lot de la même copropriété. Il s'agit d'une disposition essentielle que je réclamais à corps et à cri depuis longtemps. Et Madame la Ministre, à titre personnel, je vous remercie infiniment de l'avoir mis dans votre projet de loi, car c'est une arme essentielle contre les marchands de sommeil. La réforme et le renforcement de l'efficience des procédures prévues pour respecter les copropriétés dégradées, à savoir la procédure du mandataire ad hoc, la procédure d'administration provisoire ou encore la procédure de l'état de carence. Enfin, et je ne suis pas exhaustif, la création des opérations de requalification des copropriétés dégradées, des opérations de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national, lorsque leur complexité ou l'importance des financements nécessaires, et malheureusement ça arrive, ne permettent pas qu'elles puissent être réalisées par des collectivités territoriales. Tout ça est nouveau et va permettre à un certain nombre de collectivités territoriales d'intervenir efficacement sur des copropriétés à l'agonie. Je souhaite insister sur une disposition importante introduite par l'Assemblée nationale. Il s'agit du fonds de prévoyance. Cette disposition était fortement proposée dans le rapport Braille et elle constitue une assurance contre la dégradation des copropriétés. Les députés ont proposé l'application d'un tel fonds aux seules copropriétés de plus de 50 lots non couvertes par la garantie décennale, ce qui n'atteignait, si je puis dire, que 36 000 copropriétés sur les plus de 700 000 existantes. La Commission a souhaité abaisser ce seuil à 10 lots. Le seuil de 50 lots, effectivement, était trop faible. Enfin, sur cette partie, la Commission a également adopté à mon initiative un amendement important visant à imposer aux copropriétaires, qu'ils soient bailleurs ou qu'ils soient occupants, de disposer d'une assurance, puisque ce n'était pas le cas jusqu'à présent. En effet, plus de 50% des copropriétaires non occupants n'ont pas d'assurance pour les risques dont ils doivent répondre en tant que copropriétaires. Cette situation peut mettre en difficulté certaines copropriétés dont l'assurance doit se substituer à l'assurance du copropriétaire concerné. L'autre volet de ce titre porte sur les outils de lutte contre l'habitat indigne. Il s'agit, là encore, d'un sujet essentiel sur lequel nous devons nous mobiliser. La persistance d'un habitat indigne, rentabilisé sans scrupule par des marchands de sommeil, est une réalité très préoccupante dans les zones tendues et de plus en plus préoccupante où l'offre de logement est cruellement insuffisante. Afin de combattre ce phénomène, l'article 41 propose des mesures d'unification des polices spéciales en matière d'habitat au bénéfice de l'EPCI. Ceci n'épuise pas le sujet de l'extrême complexité des procédures entre elles, tant concernant l'insalubrité que le péril, ou encore la sécurité des équipements communs dans les immeubles collectifs d'habitation. La Commission a sécurisé à mon initiative ce transfert, tout en préservant, bien sûr, la liberté de choix des maires. Je le dis, on n'aura pas de débat là-dessus. S'agissant de la lutte contre les marchands de sommeil,
les articles 42 et 43 bis C instaurent des peines complémentaires à la condamnation pénale, interdisant l'achat d'un bien immobilier à usage d'habitation pendant 5 ans ou confisquant l'usufruit des biens ayant servi à commettre l'infraction. L'article 46 entend contraindre les marchands de sommeil à réaliser des travaux pour faire cesser l'indécence, autorisant les caisses d'allocation familiale à ne pas verser les allocations logement, le locataire ne versant que le loyer résiduel. L'Assemblée nationale a également introduit les articles 46 sexies et A et 46 septies et 46 octies qui permettent l'instauration d'un zonage dans lequel est soumis à autorisation préalable du maire ou du président de PCI des travaux entraînant la division d'un logement existant en plusieurs locaux d'habitation, ainsi que la mise en location d'un logement ou encore un régime de déclaration de mise en location. La Commission des affaires économiques a supprimé à mon initiative l'autorisation préalable de mise en location. Et nous en reparlerons, car tout en partageant l'objectif poursuivi, le dispositif proposé soulève trop de difficultés, tant juridiques que pratiques, et il pourrait affaiblir la protection des locataires. Nous reviendrons bien sûr sur cette question difficile. J'en ai donc fini, mes chers collègues, Monsieur le Président, avec la présentation des 2 titres dont j'ai la charge. Comme je l'indiquais, ces 2 titres sont très riches et comportent des dispositions très variées, avec toujours le souci de préserver l'équilibre dont je parlais tout à l'heure. Beaucoup d'amendements ont été déposés et je souhaite que le débat parlementaire enrichisse ce projet de loi, Madame la Ministre, en maintenant un juste équilibre. Je vous remercie. Merci. La parole est à Claude Berry-Debat, rapporteur de la Commission des affaires économiques. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la Commission des affaires économiques m'a désigné pour être le rapporteur des titres 3 et 4 du projet de loi. Je ne reviendrai pas sur les principales dispositions de cette partie du texte, car Madame la Ministre en a fait déjà une présentation très claire. Mon rôle est plutôt ici de rappeler et d'expliquer le travail réalisé en commission. Concernant le titre 3, qui vise à améliorer la lisibilité et l'efficacité des politiques publiques du logement, la Commission a peu modifié la version du texte issue des travaux de nos collègues députés. Nous avons estimé que le nouveau dispositif de gestion partagé de la demande de logement social allait dans le bon sens. Toutefois, nous avons choisi de confier la gestion du système national d'enregistrement des demandes de logement social, non pas à l'Agence nationale pour l'information sur le logement, comme prévu initialement, mais à un groupement d'intérêt public associant l'État, les bailleurs et les réservataires. Il s'agit de disposer d'un véritable instrument dédié et professionnalisé pour une tâche aussi délicate. Nous avons aussi proposé que les communes soient associées en amont dès la phase de préparation du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et que les bailleurs soient également partie prenante de l'élaboration du plan, car seule la mobilisation de tous permettra d'améliorer le traitement des demandes. À l'initiative de notre collègue Marie-Noëlle Lienemann, dont je salue le travail sur ce texte, nous avons adopté toute une série d'amendements visant à répondre à des problèmes pratiques concrets. Ainsi, nous avons ouvert la possibilité d'expérimenter en zone détendue la dématérialisation des réunions des commissions d'attribution afin de répondre plus vite à la demande. Nous avons aussi supprimé le plafonnement par rapport à la surface du supplément de loyer de solidarité, plafonnement qui ne fait que favoriser le maintien dans le logement social des plus fortunés. Nous avons également permis la prolongation des effets du bail locatif après la fin d'un bail à construction ou bail emphytéotique, afin que les locataires ne se retrouvent pas du jour au lendemain occupants sans titre de leur logement. Enfin, à l'initiative conjointe de Mesdames Blandin, Létard et Lienemann, nous avons cherché à neutraliser les effets de la transformation du statut de la SOGINORPA, bailleur social du Nord-Pas-de-Calais, issu de l'histoire minière de cette région,
transformation décidée dans la loi de janvier 2013, et je pense que vous en rappelez, nous avions eu des débats dans cet hémicycle. Le nouveau dispositif unifié de contrôle des acteurs du logement social, sous l'égide de l'Agence nationale de contrôle du logement social, a été pour l'essentiel validé par les commissions des affaires économiques du Sénat. Une telle réforme était attendue. Elle a été peu retouchée. Nous avons simplement veillé à bien séparer la mission de contrôle de la mission d'évaluation de l'ANCOLL et prévu une procédure de publicité et de publication des remarques des organismes contrôlés ou évalués, comme cela existe pour les rapports de la Cour des comptes. Le projet de loi prévoyait d'étendre et de sécuriser, au regard du droit européen, les missions des bailleurs sociaux. Nous sommes allés le plus loin possible dans ce sens. En effet, le régime fiscal et les aides publiques ne peuvent bénéficier aux bailleurs sociaux qu'eu égard aux services d'intérêt économique général qu'ils rendent. Nous ne devons pas donner à la Commission européenne d'arguments pour remettre en cause ce régime spécial du logement social au moment où les professionnels de l'immobilier le contestent devant la Commission européenne. Pour autant, nous avons estimé pouvoir permettre expressément aux organismes HLM d'exercer des missions de syndic solidaire ou encore de prendre des initiatives communes pour mieux remplir leur mission. Nous avons été amenés à débattre de deux choix politiques importants contenus dans le titre III et le projet de loi. Le premier concerne les sociétés d'économie mixte, de construction et de gestion de logement social. Le projet de loi les soumet à agrément comme les organismes HLM. Ce point est contesté par les SEM et de nombreux élus. Or, les SEM réclament dans le même temps les mêmes droits que les organismes HLM. Nous les leur accordons en leur permettant, par exemple, de se voir attribuer le boni de liquidation de l'office public de l'habitat dissous et de bénéficier des droits d'enregistrement réduits lorsqu'elles rachètent des logements sociaux à d'autres bailleurs. Mais on ne peut pas à la fois aligner les droits des SEM sur ceux des organismes HLM et supprimer leur agrément. Dans un souci de simplification, je vous proposerai toutefois, durant nos débats en séance, un amendement qui, tout en maintenant le principe de l'agrément, prévoira que la signature qu'une convention d'utilité sociale vaudra agrément pour les SEM. Le deuxième sujet sur lequel nous avons débattu est celui du rattachement des offices publics de l'habitat aux intercommunalités. Il ne semble plus possible de faire reposer le logement social sur de petits opérateurs municipaux. L'intercommunalité est l'échelon pertinent en matière de mise en œuvre de la politique de logement, même s'il faut veiller à maintenir un lien étroit entre les maires. Notons en demeurant que les maires gardent leurs représentants dans les commissions d'attribution de logements sociaux. Enfin, nous avons pris quelques initiatives, comme par exemple celle de faciliter l'usufruit social, montage original, qui permet aux bailleurs sociaux de ne pas avoir à supporter l'intégralité de la charge d'une opération autorisant à construire plus avec moins de capitaux. Nous avons également jeté les bases juridiques nécessaires pour faire fonctionner le dispositif de mutualisation entre organismes HLM sur lequel le mouvement HLM et l'État se sont accordés dans le pacte d'objectifs et de moyens signé le 8 juillet 2013. Bref, si nous n'avons pas bouleversé les grands équilibres du titre III, j'estime que nous avons, dans un esprit pragmatique, perfectionné les dispositifs proposés et apporté quelques compléments nécessaires pour améliorer la lisibilité de l'efficacité de la politique du logement. J'en viens maintenant au titre IV du projet de loi consacré à la réforme des documents de planification urbanistique et à celle des outils d'aménagement opérationnel. Le sujet qui a donné lieu aux discussions les plus passionnées est évidemment celui du transfert automatique de la compétence PLU aux communautés d'agglomération et de communes. Le PLU intercommunal présente de vrais avantages et beaucoup d'intercommunalités l'ont compris et mis en application depuis quelques années déjà. Dans la France d'aujourd'hui, c'est le niveau d'organisation de l'espace le plus pertinent
est le plus efficace parce qu'il permet de rassembler la capacité d'ingénierie indispensable à la réalisation d'un PLU de qualité, et parce que même dans les communes rurales, la vie des habitants est désormais organisée à une échelle qui dépasse largement les frontières de la commune. J'ajoute qu'à mon sens, le PLU intercommunal ne dépouille pas les communes de leurs compétences en matière d'urbanisme. Au contraire, pour les 13 000 communes qui ont été citées tout à l'heure, surtout des communes rurales, qui ne sont pas couvertes par aucun document et sont soumises de plein droit au règlement national d'urbanisme, le transfert de compétences est donc pour elles la reconquête au niveau intercommunal d'une compétence perdue de facto au niveau communal. Mais en tant que rapporteur de la Commission des affaires économiques, j'ai résolument pris en compte ces interrogations, voire cette opposition au PLUI. Tout mon travail a en effet reposé sur un constat initial. Le texte sorti de l'Assemblée nationale n'était pas votable en l'état au Sénat. Et ce, même si les députés avaient apporté au texte initial du gouvernement des aménagements pertinents. Je suis content d'avoir votre approbation, mes chers collègues. Le problème à résoudre n'était pas simple. Conserver le principe d'un transfert automatique de la compétence PLU sans renoncer à celui de la libre détermination communale, la solution que j'ai proposée à la Commission tient en 3 points. Le transfert de la compétence PLU est repoussé 3 ans après la publication de la loi, ce qui laisse à toutes les intercommunalités, communautés de communes et communautés d'agglomération, et aux équipes municipales le temps de se mettre en place. Mais surtout, il est institué un mécanisme de minorité de blocage. Le transfert de la compétence aura lieu, sauf si un quart des communes représentant 10% de la population s'y oppose. Cette disposition, mes chers collègues, redonne un pouvoir de décision très fort aux communes, et même, je dirais, plus fort qu'avant. 3e point de ma proposition, une clause de revoyure. Si une minorité suffisante de communes s'est opposée au transfert, le Conseil communautaire est tenu de délibérer de nouveau sur la question lors de son renouvellement. Les communes membres se prononcent alors selon le même mécanisme de minorité de blocage. Cette proposition que vous avez soutenue, Madame la Ministre, et je vous en remercie, a été largement adoptée par la Commission des affaires économiques. Elle a permis de rallier de nombreux sénateurs et sénatrices qui étaient opposés à l'origine au transfert du PLU aux intercommunalités. Elle figure désormais dans le texte et si nous voulons qu'elle y reste, il nous faudra tenir compte de la réalité institutionnelle. Cette réalité, c'est en effet que l'Assemblée nationale a voté et largement voté le transfert automatique de la compétence PLU et qu'elle aura son dernier mot dans la navette en cas de désaccord entre les 2 chambres. Dans la perspective de la discussion des amendements, j'attire donc votre attention sur un point. Entre les aménagements réalisés à l'Assemblée nationale et les avancées obtenues par la Commission des affaires économiques, nous avons, à mon sens, atteint un point d'équilibre. Tous les amendements qui tendent à donner encore un peu plus de pouvoir aux communes sont intéressants lorsqu'on les considère isolément, mais mis bout à bout, ajoutés aux modifications déjà intervenues, ils dessinent en réalité un dispositif potentiellement moins favorable à l'intercommunalité que le droit actuel. À trop demander, prenons garde, mes chers collègues, de ne pas perdre ce qui a été acquis. Notre pouvoir et notre responsabilité en tant que sénateurs est donc d'infléchir la direction du texte, pas de défendre un projet alternatif. Nous pourrions dire non en supprimant l'article 63 et en rester au droit actuel, mais dans ce cas, la réforme du PLU se fera sans le Sénat et le texte qui sortira du Parlement sera sans doute plus éloigné de ce que les uns et les autres nous aurions souhaité. Madame la ministre, j'en appelle
à l'ensemble du Sénat et l'ensemble du Sénat avec moi à votre soutien pour défendre les avancées obtenues par le Sénat dans la suite de la navette. J'espère que vous m'avez bien écouté, Madame la Ministre. Je n'en dis pas plus sur cette question pour en venir à d'autres thèmes importants. En ce qui concerne les établissements publics fonciers, la Commission a entendu garantir la cohérence des périmètres entre EPF d'État et EPF locaux, en soumettant toute superposition à l'accord des collectivités concernées. Toutefois, nous aurons l'occasion de faire évoluer cette disposition pendant l'examen des articles en examinant une proposition d'accord pour la création d'EPF d'État acquis à la majorité des 2/3 de l'Assemblée générale des EPF locaux concernés par la superposition. La Commission s'est également employée à sécuriser les innovations introduites par les députés en première lecture sur l'exercice du droit de préemption, en replaçant clairement les cessions de parts de SCI dans le champ d'application du droit de préemption. Enfin, concernant la question de l'urbanisme commercial, nous savons que l'attente du Sénat est très forte dans ce domaine. Or, la réforme a été introduite dans le projet de loi par petits bouts, par voie d'amendement, sans visibilité d'ensemble. Par ailleurs, ce qui a été introduit n'était pas satisfaisant, trop proche du droit existant, avec par exemple le maintien d'une double autorisation CDAC permis de construire, manquant d'ambition et qui, de surcroît, posait des problèmes juridiques lourds. Bref, les conditions dans lesquelles le Sénat abordait cette réforme étaient à mes yeux mauvaises. J'ai donc décidé, en accord avec la ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, de supprimer les dispositions introduites par l'Assemblée nationale sur l'urbanisme commercial, ce qui nous permettra, au cours de la navette, de réintroduire le sujet, de l'aborder de manière plus cohérente et plus sereine, et surtout de pouvoir l'introduire très fortement dans le projet de loi qui nous parviendra et qui sera issu de la proposition faite par la ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme. Voilà les principales modifications apportées au texte au stade de l'examen en commission. Quelques mots maintenant sur un autre thème important que les débats en séance publique permettront sans doute de faire avancer, celui des constructions en zone rurale. De très nombreux amendements portent en effet sur cette question. Dans ce domaine, deux impératifs doivent être conciliés. Le premier constitue l'un des axes principaux du projet de loi, à savoir inciter à une consommation plus économe de l'espace, passant par une densification des zones déjà urbanisées et une protection accrue des zones agricoles, naturelles et forestières. Le second, tout aussi important, est de ne pas mettre sous cloche les territoires ruraux. Il faut donc trouver des solutions pragmatiques pour faire coexister des utilisations parfois antagonistes de l'espace, d'un côté développer ou préserver le potentiel agricole, de l'autre maintenir ou attirer la population et le tourisme, le tout en protégeant les espaces naturels et les paysages. Les équilibres ne sont pas forcément simples à trouver. Nous quittons l'hémicycle du Sénat, mais nous reviendrons plus largement sur l'examen du projet de loi logement dans notre édition de 19h. Mais tout de suite, c'est l'émission politique de la rédaction de Public Sénat, preuve par 3, qui reçoit ce soir Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste et sénateur de Paris. À tout à l'heure, 19h.